Claude m'a dit est-ce que tu peux faire un peu d'humour dans le discours? Et c'est très dur quand quelqu'un le dit, fais un peu d'humour pour moi. Est-ce qu'on peut rire ou pas? Et pour moi, l'objectif, c'est pas vraiment l'humour, c'est d'être sûr que Claude reste mon ami après le discours. Ça, c'est pour moi le plus important. Mais on est ici tous pour cette occasion très importante qui est la Légion d'honneur pour Claude, et c'est pas quelque chose qu'on a facilement. Cette occasion qu'on fait et de célébrer avec lui ici ensemble, de consacrer notre temps pour le faire, c'est parce qu'on aime Claude. On est ici là pour célébrer d'abord l'homme Claude et en même temps tout ce qu'il a accompli dans sa vie et surtout la dernière partie ici en Belgique qui est énorme, et je viens de parler dans 2 minutes sur ça. La première chose que je dois faire quand même, c'est aussi reconnaître à Muriel qui est ici, parce que Claude n'existe pas sans Muriel. C'est en réalité exactement ça. En réalité, c'est grâce à Muriel que Claude peut faire ce travail. Et, on dit en anglais, on dit behind every successful man is a surprised woman. Derrière chaque homme qui a réussi, c'est une femme qui est surprise. C'est un peu sexiste maintenant, on ne peut pas le dire, mais ça c'est l'expression américaine. On ne fait pas ça aux Pays-Bas. Mais c'est la patience de Muriel, l'amour pour Claude, la dédication qu'elle a, pas seulement pour Claude, mais aussi bien sûr pour la famille, pour Christian, et de donner le temps et le support et l'énergie. On était en train de bien manger hier soir ensemble et moi je ne pense pas que Claude connaît en français le mot cuisine. Il doute pourquoi on a inventé un truc comme ça. Et c'est Muriel qui va travailler jour et nuit pour un bon repas et on s'est amusé. C'est surtout qu'on est ici aussi pour célébrer pas seulement Claude et Muriel, mais aussi à mon avis Christian. Les autres enfants sont ici, on a Raphaël ici, Raphaël, lève-toi. Laurence, c'est à toi le tour. Bon, et David. Il va falloir que je tourne la caméra. On va pas venir à les petits enfants, mais ce n'est pas les petits enfants, ils sont grands maintenant. Lève-toi quand même. C'est ton grand-père là. Ah ouais. Bien. Merci. Merci. Bon, restez debout, c'était bien. Les valeurs ajoutées. Pour Claude, la famille, c'est important et c'est bien qu'ils sont tous là. L'autre qui est là, mais pas physiquement ici, mais là avec nous, c'est Christian, bien entendu. Beaucoup d'entre vous ont rencontré Christian et heureusement, on a parlé hier soir, les dernières années, va très bien avec lui. Il est en train de célébrer avec nous dans sa maison, une des maisons de Constellation, et il a l'opportunité de célébrer. Il a demandé à Claude aussi si tu vas avoir une médaille, est-ce que moi je peux avoir une médaille aussi? Et moi je pense qu'il mérite une médaille aussi, il est avec nous ce soir, sans doute. Et c'est grâce à lui, à mon avis, qu'on est ici. Grâce à lui et toutes ses capacités et potentiels, ça a donné à Claude l'énergie et les idées de travailler avec les organisations comme Constellation et de faire les autres choses. On lui remercie, sans doute. Je dois... Moi, je dis normalement, je fais normalement le tutoyage avec Claude parce qu'on est très bons amis. Mais ici, avec une cérémonie officielle, d'un caractère officiel quand même, on doit respecter les usages en France. Quand j'ai eu la Légion d'honneur du Laurent Fabius, qui est un bon ami de moi, avec tout le travail qu'on a fait pour le COP 21 à cette époque sur le changement de climat et tout, il m'a dit, avec une cérémonie comme ça, tu dois fouvoyer, on dit ça en français, fouvoyer au lieu de tutoyer. Donc je ne vais pas dire Claude fou 10 fois maintenant, parce que ça me donne le droit, si je fais l'erreur, de te tutoyer, parce que c'est pas tu fais ça. Mais c'est avec grand respect qu'on est ici
aujourd'hui pour cette opportunité d'honorer non seulement un grand dirigeant d'entreprise, parce qu'on a tous travaillé ici, que vous étiez sans doute en France à cette époque, on a travaillé ensemble déjà il y a 35 ans. C'est énorme comme le temps passe. Mais vous êtes aussi le grand ami et l'entrepreneur engagé au service de grandes causes, à mon avis. Au premier rang de la lutte pour les personnes handicapées. On vit maintenant dans un monde où on doit se battre pour tout le monde. Et le nombre de gens handicapés dans le monde entier, c'est 1,3 million de personnes. C'est presque 15% de la population. Mais si on regarde dans l'emploi ou dans la vie actuelle et tout, on trouve un pourcentage très peu. On a commencé une initiative globale qui s'appelle Valuable 500 pour demander à toutes les grandes sociétés au moins faire un effort de discuter, comme on avait avec le gender, ou comme on avait avec le LGBT ou d'autres choses. On doit se lutter pour les gens handicapés. Et c'est une chose qui peut arriver à nous tous demain, aujourd'hui, dans une heure. Et c'est pas seulement aligné à l'âge. Et pour Claude de se battre, de se lutter pour les personnes handicapées, c'est pour moi une des raisons pourquoi je l'aime, parce que ce sont les valeurs les plus importantes de se battre pour les gens qui peuvent de temps en temps pas faire ça tout seuls. Et l'honneur ici de la France de donner les Légion d'honneur à Claude, et la France est quand même le pays maintenant devenu une autre voie avec le président le plus important en Europe, à mon avis, pour prendre la responsabilité de résoudre beaucoup de défis qu'on a au niveau mondial. Et je travaille beaucoup avec le président de ce côté-là, mais je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup d'autres comme lui. Et la liberté, égalité, fraternité, c'est la valeur qu'on a besoin, et c'est surtout aussi la valeur que Claude vive jour et nuit. Et c'est une des raisons pourquoi on est là, on est ici. Comme je dis déjà, nous avons rencontré, moi j'étais très petit, très nerveux d'ailleurs, et très bas dans l'organisation, Claude, le grand patron, quand je suis venu en France. Et j'ai essayé d'étudier le français à cette époque. Mais Claude m'a dit déjà dès le début, mais tu es dans la finance, tu as besoin de chiffres, tu n'as pas besoin du français. Et j'ai jamais eu l'opportunité de l'apprendre, je m'excuse. Si vous pensez que c'est mal le français maintenant, je m'explique pas très bien, c'est grâce à Claude quand même. Et moi j'ai pensé que je vais porter le t-shirt, j'ai survécu Claude. Mais au lieu de ça, j'ai pensé le t-shirt pour ce discours, j'ai beaucoup d'admiration et respect pour Claude. C'est un homme pour qui la loyauté, l'amitié, c'est le plus important dans sa vie. C'est aussi un homme qu'on commence d'admirer de plus en plus si on le connaît le mieux. L'expérience qu'il a, l'énergie qu'il a, la passion et sans doute le grand cœur. On a un mot en français qui est très belle, c'est le mot courage. Mais maintenant, le courage, de plus en plus, les gens le disent, oh, il prend des décisions que d'autres ne prennent pas. Mais on a oublié que le mot courage, ça vient quand même du cœur. Et Claude, il a les efforts qui fonctionnent très bien, sans doute, mais il a aussi un grand cœur. Et c'est pour ça qu'on est tous ici. Pendant ces années que j'ai travaillé avec Claude en France, au début, il était quand même un patron très demandeur. On dit ça en français, très demandeur, c'est très dur. Grâce à ma femme Kim, je n'ai pas quitté la société. Parce que de temps en temps, j'arrivais chez moi, j'ai grand bol, je ne peux pas continuer et tout. Mais après, il est devenu le mentor, non, en anglais, on dit le mentor, de donner le conseil, de t'aider, d'avoir aussi du succès dans la vie. Pour Claude, c'est plus important que les autres ont du succès que lui-même. Il est en train d'investir énormément de son énergie, de son temps dans d'autres personnes. Et maintenant, une amie très proche. Et moi, je suis très content et très heureux de donner ce discours pour lui ce soir. Et surtout, après la retraite de Claude, on a eu un peu plus de temps, Claude aussi, de faire des contacts et d'utiliser les opportunités, de faire les choses ensemble de temps en temps. Et moi, je dis, Claude, il a eu sa deuxième fille dans la dernière partie de son travail, et maintenant il est en train de travailler dans sa troisième fille.
Et je n'avais pas voulu la dernière visite, la prochaine ville. Et c'est très productif et très utile. Le résumé, quelques étapes de votre carrière, quand même, une carrière que vous avez fait, que je peux dire exceptionnellement brillant, comme dirigeant d'entreprise, avec la qualité parmi lesquelles la détermination, la rapidité, l'exigence, l'intuition. Claude a du nom d'intuition, il doit le sentir, et le sens d'anticipation de quelques moments ou d'autres, la vision, et surtout, comme j'ai dit, le contact humain. Et on ne va pas oublier, j'ajoute ici, l'humeur aussi. Et tout ce qu'il fait avec passion. Si tu l'aimes ou pas, si c'est la passion de Claude, tu as deux possibilités. Soit tu vas à côté, ou tu vas avec Claude dans la même passion. Mais il va arriver, il va arriver. Et hier, pendant le repas, on a parlé de l'opéra. Claude aime l'opéra, il connaît tous les opéras, il a vu plusieurs, quelques fois. On a eu l'opportunité d'ailleurs en Angleterre, où j'habite maintenant, de visiter Cranbourne et de voir les opéras là. Et moi, j'ai demandé une question hier soir, très facile, quelle est l'opéra favorite? Et sans hésitation, Claude m'a dit, mais c'est Puccini, c'est le Turandot, l'opéra Turandot de Puccini, qui est à l'origine de 12e époque d'un poète persien qui s'appelle Nizami. Et c'était la première performance de cet opéra, c'était en 1926 à la Scala de Milan. C'est pas parce que je suis très intelligent que je sais tout ça, c'est parce qu'après Claude m'a dit hier soir, j'ai étudié ça très vite à la maison. So, si ça c'est pas juste, c'est pas moi, c'est Wikipédia. Mais comme beaucoup d'opéras, et c'est facile avec les opéras quand même, j'ai aperçu. Dans beaucoup d'opéras, les caractéristiques de Claude sont souvent aussi dans le caractère de personne principale dans l'opéra. Et quand j'ai lu l'histoire de prince Calaf qui est en train de se marier avec la princesse Turandot, j'ai pensé, merde, ça c'est exactement, non, je ne peux pas laisser ça. Ça c'est exactement Claude qui, moi je comprends maintenant pourquoi il aime, parce que c'est en train de résoudre la question pourquoi il a dit cet opéra. La première chose de Claude, c'est la ténacité ou la persistance. Et le prince Calaf, dans ça, il a eu aussi le défi, le but de se marier avec Turandot et de trouver la réponse à tous les riddles. Non? Elle a demandé les riddles à elle pour les répondre, on peut se marier, et avec une ténacité énorme. C'est dur de travailler pour Claude, mais il a toujours, il arrive à obtenir ce qu'il faut. Et comme on a vu dans l'opéra aussi, c'était le même avec Prince Calaf. L'énergie est énorme. Il est un peu comme une batterie Duracell. Son ancien société d'avoir Procter & Gamble, ils ont acheté le Duracell à une époque. Moi, je pense qu'ils ont acheté pour Claude. Pour regarder s'ils peuvent produire quelque chose avec plus d'énergie que Claude. Ils ont pas réussi. Donc, ils ont décidé de le vendre. Et maintenant, c'est une autre société. Mais si on peut prendre l'énergie qu'il y a dans Claude dans la batterie, on est parti là. Cette détermination, cette énergie, c'est énorme. Souvent, quand j'ai travaillé avec Claude, j'ai eu, comme je dis, moi je suis arrivé au bureau chaque jour à 7 h pour prendre la leçon française, mais Claude c'était là déjà au bureau. Et quand le moment est arrivé, qu'il a découvert que dans un petit coin, dans un petit étage dans le bâtiment le plus bas, c'était moi qui était en train de prendre des cours français, et Claude était en haut dans son bureau grand comme un patron français. Et il a découvert qu'il peut travailler avec moi. Le professeur est venu, il est 7h15, 7h05 ou 7h06, le téléphone qui sonne, et c'est Claude, viens dans mon bureau, on va travailler, on va faire les choses. Mais Claude, tu es dans la leçon française, en français, tu n'as pas besoin de parler français. Moi, j'ai appelé aussi avec son énergie, j'ai appris de travailler dans l'escalateur, parce que moi j'étais dans le petit étage, on doit monter au 8e étage à cette époque, avenue Charles de Gaulle, 96, à Paris, à Neuilly. Et Claude a posé la question, il a jamais dit, quand il a appelé, il a jamais dit pourquoi. Donc à cette époque, pas d'ordinateur, pas
pas d'iPad, rien. Sur 3 ou 4 livres comme ça en finance. Moi, j'étais en train de construire la musclée, non? Et parce qu'on sait jamais quelle est la question. On entre dans son bureau, je vais faire ça, question. Ok, Claude, ok, Claude, ok, Claude. On descend dans l'escalator. Même si on n'entre pas dans le bureau, le téléphone sonne déjà. Où est la réponse? Où est la réponse? J'ai demandé la question. Donc j'ai appris de travailler dans l'escalator. Même aujourd'hui, c'est la phobie que si j'entre dans un escalator, j'ai l'envie de travailler. So, anyway, for the English people amongst us, I'll just quickly go to English also. So we were talking a little bit about the characteristics of Claude, and in fact this characteristic could probably also be a little bit about impatience. You know, Prince Kalav in the opera needs to take the time to think about the riddles, or if he really wants to marry her, because if he doesn't answer the questions right, they're going to kill him like anybody before. But he is so in love with her, like Claude with Muriel, that he immediately decides to take all the riddles and has limited time in his life. This has to happen now. And that is exactly what you find in Claude. I mentioned that Claude is courageous and has an enormously big vision. I think, like the prince, Claude is actually fearless. I think that if he decides to do something, and you'll see with Constellation as well, but we saw it in business also, if there was a job to be done against a competitor, whatever it is, Claude would be the last one that gave in and would go till the end. Loyal but demanding was the other thing I would say. The prince actually was so loyal that he offered his life to the princess. Claude is obviously offering his life to Muriel, although I think it's more Muriel offering her life. Prepared to take risks and believes in people when they deliver. That for Claude is very important to him. And once you get the respect for from Claude, then you're his lifetime friend, there's no doubt about it. I also talked about his passion and his big heart. Ultimately, Claude is a very sensitive person. He doesn't like to say that, but he's very sensitive and compassionate. He cares much more about the word love and how we operate with each other and how we deal with each other, and if we respect each other, if we are true to each other. And when that is violated, that is very difficult for Claude. And not surprisingly, he's very close to his family, his wonderful family that is here. But he's especially close to not only Muriel, which goes without any surprise, but there's many, many times that I've heard Claude talk about Christian and how proud he is, and obviously Christian, his father, is his role model. But that's not surprising, because for Claude, his role model was his father, who lived till the wonderful years of 101 years old. But very often I had Claude on the phone, and he was not telling me about himself, but about his father going on one or another venture that was always in Egypt or in Patagonia or in places in the world that we would not even think 4 or 5 times for going. He was there. And Muriel gave me the little secret that I said, did you get along with your father-in-law? And she said, yes, 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 yes. But one day I tried to give him vegetables and he refused. So he lived till the age of 101. And he never ate vegetables in his life. Now that's my hero as well. I can see why he became a role model of Claude, you know? Now you might think that's all the wonderful qualities of Claude, but to be honest, Claude is not a Superman, you know? He also has some weaknesses. But I didn't want to share too many in this story, obviously. But one of them is his technology foible. I mean, this guy is totally nuts. He doesn't know technology at all. And I'm not exaggerating. You know, yesterday night again, we were sitting there. He said, and he loves this opera. I said, you need to know, you know, there's this big show in England. You must have seen it. I haven't, not much time for television. But he said, it's called Britain Has Talent or whatever. And there is this guy, Paul Potts, so that actually won the prize, and an opera singer. He actually sang Nessun Dorma or something, if I remember. And Claude said, you have to see it, you have to see it. Come with me. And as you know, if Claude says you have to do something, it doesn't mean tomorrow or the And so Muriel says, but the steak is getting cold and I just gave you potatoes. No, you have to see it. Go to my office, go to my office. So we go back to the office and he couldn't get his computer going. Muriel, Muriel. You know, the normal noise that we're used to
YouTube now. I always thought that Claude had a button in his house that shouted Marielle, but he actually does it himself. And so he said, I can't get the computer going. I can't get the computer going. So I look at it, I can't figure it out. I don't want to touch this thing because if you touch something and it doesn't function, I thought, I'm not putting my friendship at risk. So we go down again, and first of all, no, we go up actually. We stay up because we can't get the thing going. I said, Claude, don't worry, I'll watch it on my telephone. Because nowadays you just flip on YouTube and you hold the telephone like this. It looks a little better. So we were both looking at it, and we were looking at Pol Pot and his wonderful singing. If you haven't seen that, you should see it. And you could see Claude's emotions. He got tears in his eyes, like many people in the audience when he was singing. I got also tears in my eyes. Claude thought obviously I was emotional for the same opera. But as a Dutchman, I got tears in my eyes because I was roaming charges looking at that. But it is just, it was, it brought to me out Claude. So technology is not something that Claude has figured out. For himself he has, because the computer he switches on and off, but to deal with his own technology, he has actually solved that, and he should do the same with the computer, because Claude is always on himself. So if you would do the same with your computer, Claude, perhaps that might be an easier solution. The other thing was actually Rick, and we had dinner with Rick and Helen, who are here, obviously dear friends of yours as well. And Helen was telling me that when Rick and Helen lived in Brussels, and Claude obviously and Marielle in Brussels, Helen was home one night, and at 10 o'clock at night the phone rings. So Helen says, hello, what is this? Yeah, I'm Claude, I'm calling you from Germany. I say, Helen says, why are you calling me from Germany? Yeah, I need to make a call to the US, but I don't know how to do it, and I only have your telephone. So, for some reason, he was able to call from Germany to Belgium, but he couldn't figure out how to call from Germany to the US. So I rest my case on technology. And then the other weakness I talked about is his culinary skills, which I don't think he actually knows what any of these utensils are for that are in the wonderful kitchen that Muriel has. But we're here for the wonderful recognition of the Légion d'honneur. The Légion d'honneur is actually the highest French order, the merit of military and civil merits, that was established by Napoleon already in 1802. He was very smart to do that. And not surprisingly, because that was such a good idea, it is retained by all French governments since then. Mostly for French people, but like I've had the honor, there are a few foreigners that if they do exceptional work for France, at least that's them being taught to us, then obviously you could get it as well. But very special. And it's something that the motto of the Légion d'honneur is honor and fatherland once more. And I think the honor with Claude is very important in what he does, and also his importance for France, despite being now in Belgium, which obviously is not so far. When Napoleon created it, someone was saying, well, why do you do this, medals, and what is really the purpose of that? And Napoleon had a very simple explanation actually at that time. He said to these people, well, you call this baubles. You know, baubles in English are a little bit of these shiny, small decorations. So Napoleon said, literally, you call these baubles. Well, it is with baubles that men are led. Do you think that you would be able to make men fight by reasoning? Never. That is good only for the scholars in his study. The soldiers need glory, distinction, and rewards. And Claude is such a true soldier, to me at least, and to many of you here, that he is definitely deserving this award. He's truly unique in that it's both for his services actually to business, but it's also, and the French economy, may I say, but it's also for his work, what he's done here in Belgium. The enormous humanitarian efforts with Constellations, with an organization that he holds close to his heart. Comme j'ai dit déjà, Claude, votre parcours comme entrepreneur, success story, que vous a conduit à la tête d'abord en France et après dans un poste très responsable en Europe, d'un premier groupe mondial comme dans le secteur, comme Procter, le secteur de grande consommation. The business in France under Claude was not only booming under his leadership, but at least we had a great time, but he also was one of the first managers at that time, and it was not normal to set what the standards were of responsible behavior, not only in what the people needed to do and the training and development, but also for being sure that these businesses were growing and that production was protected. I
I remember one of our factories, we had two factories at that time, one in Marseille and one in Amiens. I was actually, as finance manager at that time, responsible for both of those. But Claude could see the pressure in Amiens for many different reasons for that factory. And he was obviously the first one who went at that time to our headquarters here in Belgium and worked for that. And it's thanks to him that we then got our European production. At that time it was the liquid detergents that were in Belgium and that were actually put in Amiens, and that became the global factory, or the European factory for liquid detergents. And that not only saved the factory for Amiens, which was very important, but also brought hundreds of additional jobs to Amiens, for which I'm sure many people are grateful for. As I said, Claude was not only a great businessman, but he especially blossomed during his retirement when he joined Constellations, which is now about 15 years ago in 2005. Claude already received actually the honorary title of Knight of the Order of Leopold here in Belgium for his work. So this is another recognition, which is probably a smart thing to do, Claude. Get a lot of governments around the world to recognize you for the same work you're doing. Now that I think about it, for a Dutchman, again, a very attractive strategy. You see, even now I can still learn from Claude. But what started as building one home, which a long time ago for obviously the care of people with autism, has now blossomed into what soon will be, as Claude explained to me yesterday, 12 facilities. And that's done with enormous vision. And plans and constructions are in the way. 6 of them are being built right now. 3 are under construction. Claude was telling me again about some of the other things. So this progress is actually impressive. The first new house that is being built is a house for autistic people with mental complications that he's starting to build with the whole team in November. Another one that is being built right now as we talk is a daycare center for poly-handicapped children. We looked at the photos yesterday, and that has been approved for construction in March. And then there's the last one, that is a nursery that has successfully completed the tender offer, and construction will start in May. So the project that started with let's build one house and then ended up in 6 houses, soon will be 11 or 12 facilities, and I'm sure that will not be the end of it. Even the 6 houses today are close to 200 places, and that's more than any other organization. I've heard of Claude and many others who are involved in that, which we should recognize as well, has become the #1 charity association in Belgium in the area of expertise, in this case mental handicapped people. Claude, I believe, understands better than anyone else that it's thanks to the help of many people that are here, that represent companies that are here, many of the volunteers that work with Constellation, the family itself that supports Claude in its ecosystem. Without that enormous help from all the people here, we would not have been able to build that many homes. And in the name of Claude, I certainly would want to thank you for that, because I know it makes him proud, and I also know that this recognition is a recognition for all of you who've been able to continue to support him so generously. And all I can ask is, the cause is worth it, as we've talked, so continue that support for many years to come. As Claude likes to say, when he started out, he was very simple. He said, I wanted to give back to Belgium what they had given me, and by providing, obviously, for Christian a place to live. And that's obviously a very noble cause to do that. As the story goes, he thought he was joining a big NGO because it was being held in a big building of another NGO. But when he came in, it was actually a small group of people with a very small budget. They were explaining to me 50,000 at that time, trying to figure out what to do. And Claude was attracted to this organization in his retirement because he thought it was this very big established thing. And but despite that, he joined them and quickly discovered that he could use his skills that he had learned in his business career to also obviously help an organization like that, and the rest is history. He was looking for a non-profit organization at that time, and what he brought, and I think that's why he was welcomed with open arms, was his enormous amount of contacts he had, his Rolodex, as it was called in those days, and obviously the ability to fundraise. 50,000 is a lot of money for anybody, but when you have Claude's vision and you want to build 10, 12, 15 homes, especially for people that deal with those challenges, you have to have a few multiples of 50,000. His first, I've been told, visit was to Petrafina, is that right, the first visit? And Claude thought, well, I get 5 or 10,000.
But Claude hit the jackpot because thanks to Petrofina, I think they made a donation of 500,000, telling me. So that motivated Claude, and that still keeps him going. And as we all know in the business of fundraising, which probably many of you have done, we are always sorry when we say we do it, and then we have to motivate ourselves. And when you get a donation like that from a wonderful organization like that, it is a life worth living for. He carries out his fundraising campaigns actually in the same way I've been told as if he carried out his professional career, focusing on the execution, obviously, starting with a small project that he did. He said we need a proof of concept, as it's called. We need to sell the success by creating a small success, make the bigger successes. And then obviously with his charm, his authenticity, his energy and his big heart, people rally around that and want to participate. The first things we learn in P&G are our writing skills, the famous one-page memo. So one of the things that Claude did right away there is don't make 5 or 10-page brochures, because any CEO will never read past the first page. And so get one summary page, and that seemed to be a good strategy. Now CEOs are cheaters because they tell you they cannot read past the first page because they don't have enough time. I'm convinced by now, having been CEO for a long time myself, they do have enough time, they just can't read. And that's what Claude discovered very quickly and brought some of this project and action, as they called it, to Constellation. The challenge probably for Claude was to work with NGOs. I noticed that myself, when you get out of the private sector and you run a company, you can sort of basically move things forward very fast and have people aligned very quickly. There are also some economic incentives you can put in place. As you go to the real world, that doesn't work that way. And working with NGOs is difficult. So I'm sure that Claude, in his passion and in his energy and certainly his objectives to achieve things, that he stepped on some people's toes along the way. But all along and each time, his ethics, his respect for people, and obviously the cause proved that many of the things he was working on, if not all of these things, proved to be right and worth fighting for. Now, his energy is the same. I've been told that just in the last year alone, that Claude had lunch, and a year, by the way, is only 365 days. It seems a little bit more for Claude, but in the year alone, he's had 150 days of the year that he worked on this and cultivated relationships, had lunches, political contacts, all the things that come with it. And knowing Claude and talking to Muriel, Claude was saying yesterday, because Muriel said, you work this much more, and Claude said, no, Muriel. And he says, I'll get up before you and do some of the work, and I go to bed and I do some of the work. But he forgot to mention, and Muriel reminded him that in between, which are most of the hours of the day, he continues to work on Constellation as well. So it is a full-time job that Claude has found. Claude, on divise le monde en 2 catégories. Les gens qui disent d'un côté et les gens qui fessent à l'autre côté. Vous constituez à vous seul une 3e catégorie à mon avis. Et c'est la catégorie de gens, ceux qui à la fois disent et font. Et ça c'est très rare. Il y a beaucoup de disent, on a beaucoup de mots dans le monde, mais peu de gens qui font les choses. So, un dernier mot, ce qui frappe lorsqu'on quand on observe votre parcours et qu'on vous connaît, c'est que le mot égoïsme ne fait pas partie de votre vocabulaire. C'est le souci de voir plus loin et plus large que vous-même, d'aider les autres et de servir de grandes causes. Je pense à cette belle phrase de Nelson Mandela qui a dit « Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas seulement d'avoir vécu, c'est la différence faite dans la vie des autres qui définit le sens de la vie que nous avons vécu. » Un acteur engagé qui, comme vous le dites souvent, éprouve un vrai choix de donner. Et cher Claude, grands entrepreneurs, grands humanistes, grand cœur, de vous faire ce soir chevalier de Légion d'honneur, c'est pour moi un vrai plaisir et 200% mérité. Félicitations.
you very much. C'était un hommage assez fantastique. Merci bien de vos discours. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'interviens à ce niveau-là. C'est très simple. La législation française fait que pour remettre les Légion d'honneur, il faut avoir cette Légion d'honneur, et c'est le cas de Paul, vous l'avez remarqué, mais il faut aussi être de nationalité française. Et ce n'était pas son cas, pas encore. Donc, Claude m'a très gentiment demandé de venir procéder donc à la remise officielle de ces Légions d'honneur, et j'ai accepté tout de suite, non pas que j'ai considéré au contraire que mon rôle allait être secondaire, mais parce que je trouvais bien normal d'être associé, bien normal qu'il soit décoré et reconnu par la République. J'ajouterai juste un mot à ce qui vient d'être dit, et qui est d'ailleurs peut-être très complémentaire. J'ai connu Claude toujours à propos de constellations. Vous savez, les organismes de ce type ont toujours besoin d'argent. Et donc, Claude m'avait repéré peut-être comme CEO d'une entreprise belge, mais étant français. Et donc, il avait la particularité de m'inviter à déjeuner chaque année, très gentiment, au mois de janvier, pour me présenter ses vœux. Le déjeuner était régulier en janvier. Et alors, c'était très agréable, très souvent d'ailleurs au Cercle de Lorraine, et nous parlions de beaucoup de choses, et on parlait beaucoup de politique d'ailleurs, on aime bien ça tous les deux, de politique française, de politique belge, dans les deux cas il y a beaucoup à dire, et puis d'évolution de nos sociétés et des faits sociaux sur lesquels on se rejoignait d'ailleurs assez souvent. Et à la fin du repas, entre la poire et le fromage, comme on dit en France, in coda venenum, il me disait, mais en fait, vous n'auriez pas un petit chèque à nous donner, vous savez, pour savoir aider. Et quand vous veniez de passer un très bon moment avec quelqu'un qui en plus vous invitait à déjeuner, il était quasiment impossible de dire non, sauf à paraître extrêmement grossier. Mais ce que j'ai aimé, non seulement donc c'était cette approche intelligente, mais ce que j'ai aimé aussi particulièrement, c'est que dans mon métier, dans l'entreprise que je dirige, la construction, j'aurais pu être intéressé évidemment à participer aux travaux. Et là-dessus, la première chose quasiment que m'a dit Claude, la première fois qu'il m'a sollicité, je vous le dis tout de suite, il y a très très peu de chances que vous fassiez les travaux. Et j'avoue qu'il ne le sait peut-être pas, mais c'est ça qui m'a vraiment convaincu. Parce que j'ai ressenti là tout de suite, avec plaisir, qu'on venait me chercher, non pas en me faisant miroiter des contreparties, que d'ailleurs, qui n'auraient probablement pas existé, on m'aurait fait croire ça, mais parce que justement, ce qu'il me demandait, c'était un geste de générosité pure, simple, sans aucune idée de contrepartie. Et je crois que c'est tout à fait à l'image de ce que j'ai pu connaître de Claude quand il est particulièrement généreux, ça a été bien dit tout à l'heure, et il n'a jamais cherché de contrepartie. Voilà, cher Claude. Je rajouterai aussi qu'il porte une médaille, une décoration belge, qui lui a été remise, je crois, par le sénateur Brocci. Et je suis très content qu'il l'ait aussi ici, dans ce lieu ou dans ce pays, si proche de la France par tant de côtés. Et donc la présence de cette décoration belge faisait que c'était quand même étonnant que la France aussi n'ait pas reconnu ses qualités. Cela a été rattrapé et j'en suis donc tout à fait content. Claude Meyer, au nom du président de la République française et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
messieurs les bourgmestres, chers amis, je voudrais d'abord remercier Paul et son sens de l'humour et aussi les mots très chaleureux qu'il a eu à mon égard, ainsi que Renaud. Il est habituel de parler de son émotion lorsqu'on reçoit l'honneur qui m'est fait ce soir, et ému je le suis, comme vous pouvez tout de suite l'entendre à ma voix. Je suis encore plus ému lorsque je pense à mes parents et au bonheur qu'ils auraient eu s'ils avaient pu être parmi nous ce soir. Les hasards de la vie et de la Deuxième Guerre mondiale ont fait que mes parents n'avaient pas pu déployer leur intelligence comme ils l'auraient souhaité, et donc, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, ils avaient tout reporté sur leurs enfants. Les études à la maison, c'était sacré. Si je rentrais du lycée en disant que j'étais deuxième, mes parents étaient vraiment très déçus. J'avais beau leur expliquer qu'un certain Haroche était indéboulonnable en mathématiques et en physique, et que j'arrivais parfois à le battre en français et en latin, ça ne les consolait pas. Et j'ai appris, je n'ai jamais revu le nommé Haroche, mais j'ai appris un beau jour de 2012 qu'il avait eu le prix Nobel de physique. Malheureusement, ma maman ne l'a jamais su. Quant à mon père, il vécut jusqu'à l'âge de 101 ans. Au grand regret de mon frère et de moi-même, il n'eut jamais la Légion d'honneur, que pourtant nous pensions tous les deux qu'il aurait mérité pour son attitude pendant la Deuxième Guerre mondiale, et je vous lis. Mon père a servi en 39-40 dans l'artillerie. Blessé en Belgique, il sort de l'hôpital et parcourt la moitié de la France pour tenter de retrouver son unité en repli. Il n'a rejoint que pour être arrêté par les Allemands. Il s'évade du convoi de prisonniers puis essaye de rallier l'Angleterre. Son bateau est coulé. Il renonce et rejoint Lyon, où il entre dans la résistance. C'est dans ce cadre que mon père et ma mère ont hébergé et caché Emmanuel d'Astier de la Vigerie, qui allait devenir le créateur du grand mouvement de résistance Libération et qui fut à la Libération justement ministre du général de Gaulle. Mon père échappe de peu à la police allemande qui était sur les traces de son réseau. Replié à Romans, il monte au maquis du Vercors le 6 juin 1944 et participe au combat. Le 23 juillet, il suit l'ordre de dispersion et arrive à passer les lignes allemandes. Il les repasse quelques jours plus tard dans l'autre sens pour récupérer et ramener un camarade blessé. Voilà pourquoi je tenais tant à dédier cette décoration à mon père, qui, je le pense, l'a mérité plus que moi. Mais... La deuxième raison pour cette émotion si forte provient de cette autre décoration que vous me voyez arborer. Il s'agit de l'ordre de Léopold, qui est l'équivalent belge de la Légion d'honneur, et que j'ai eu l'honneur de recevoir des mains de M. Jacques Brocchi, alors président du Sénat, que je remercie encore. Pour moi, arborer ces deux décorations est le symbole, la reconnaissance de ce que j'ai essayé de faire dans les 34 dernières années où ma famille et moi avons vécu en Belgique. Français je suis et je reste, belge de cœur je suis devenu, et je travaille pour essayer d'améliorer la condition des personnes avec un handicap mental dans ce beau pays de Belgique. Mais venons-en à ma vie professionnelle, puisque je reçois cette Légion d'honneur tant au titre professionnel qu'au titre de mes actions de bénévolat à la retraite. Donc à la sortie d'HEC, j'entrais chez Procter & Gamble, où je suis resté 31 ans. Je travaillais d'abord au département marketing jusqu'à en devenir directeur, puis en 1981, je fus nommé président de la compagnie française. Ce fut le moment le plus excitant de ma carrière professionnelle parce qu'il y avait à peu près 500 personnes, donc c'était une société à taille humaine où l'on pouvait connaître les gens par leur nom ou leur prénom et où on pouvait constater directement l'enthousiasme et la motivation si on avait la bonne stratégie. Et il faut croire que cette stratégie n'était pas trop mauvaise puisque je fus promu au siège européen à Bruxelles. Venir en Belgique ne fut pas une chose facile pour nous. J'ai la particularité, comme l'a dit Paul, d'avoir un fils, Christian, qui a 45 ans, qui est autiste et légèrement handicapé. Et donc à Paris, nous avions un très fort réseau de soutien. Nous décidâmes de partir quand même parce que nous apprîmes que les conditions d'accueil en Belgique dans les maisons étaient excellentes et que l'accueil des personnes handicapées mentales était très bon. Donc nous franchîmes le Rubicon et
nous partons à Bruxelles. Donc, quand on fait, je m'excuse, quand on fait le bilan de sa carrière, avec le temps, on oublie les parts de marché records qui nous ont tellement enthousiasmés, on oublie les profits de telle ou telle année. Ce qu'on n'oublie pas, c'est les amitiés professionnelles. Et je voudrais citer bien sûr Paul Polman, dont je fus le mentor pendant la plupart des 15 années qu'il a passé chez Procter, et mon ami Claude Mancel, je ne le vois pas, mais il est là, si. Claude Mancel, qui était directeur du développement de la recherche et des produits, pour tous les produits en Europe, et dont je pense qu'il n'est d'ailleurs pas forcément étranger à ce qui se passe ce soir. À tous les deux, je voudrais redire mon amitié. Alors, des amis professionnels, il y en a eu beaucoup d'autres. Je ne veux pas citer tous les noms, mais je voudrais en citer quelques-uns. Annalisa, Catherine, Maria, Régine, Jean-Manuel, José, Massimo, Rick, Peter et Peter. Mais surtout, je n'oublie pas ce que nous avons fait pour développer des emplois stratégiques en France. Dans les années 90 ou 90, avec l'euro qui allait arriver, les grandes sociétés se sont mis à penser Europe et à penser à des usines de production européennes. Nous avions à l'époque, comme Paul l'a dit, une usine de détergents Amiens qui n'avait pas grand avenir. Je travaillais pour un patron qui était un vrai gentleman, un Allemand, qui bien évidemment voulait que l'usine fût située en Allemagne. Et donc ce fut au prix d'un combat acharné que j'obtins que l'usine européenne de détergents soit située en France, et précisément à Amiens. Et cela changea tout. Il y avait à l'époque 400 personnes, je crois, Benjamin, le PDG de la compagnie française, est là aujourd'hui, je crois qu'il y en a 950. À l'époque, on n'exportait pratiquement rien. Aujourd'hui, c'est 90% de la production qui est exportée. Et quand le candidat à la présidence de la République, M. Macron, vint à Amiens pour parler au syndicat de Whirlpool, pour ceux qui ont vu ça à la télévision, c'était un tout petit peu chaud. Il cita en exemple l'usine de Procter au syndicat de Whirlpool. Quand nous décidâmes de prendre notre retraite, le choix de la Belgique s'imposa à nous pour deux raisons. Tout d'abord, Christian avait trouvé d'excellentes maisons, centre de jour, c'est là où vous faites du travail occupationnel, et centre d'hébergement, c'est là où vous vivez le soir et les week-ends. Et donc, c'était très bien. Et puis, tout simplement, nous étions pris d'amour pour la vie en Belgique, et particulièrement à Bruxelles. Vous ne le savez sans doute pas, mais il y a 8000 Français avec un handicap mental à l'heure actuelle qui sont hébergés par la Belgique. La deuxième raison, c'est que nous étions pris d'amour, ma femme et moi, pour la vie en Belgique et particulièrement à Bruxelles. Ensuite, j'ai décidé de rejoindre Constellation qui s'était créée justement avec l'ambition de créer des places pour les personnes handicapées mentales, particulièrement en région bruxelloise. Si la Belgique est en effet en avance sur la France dans ce domaine, tout n'y est pas parfait. Et dans les années 2000, les listes d'attente purent atteindre jusqu'à 10 ans. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, tout simplement, et c'est une bonne chose, la durée de vie des personnes handicapées mentales, brutalement, s'est allongée de 40 à 70 ans. Ce mouvement n'avait pas été anticipé, donc il a fallu créer pratiquement le double de places. Et comme mon fils avait trouvé dans les années 90 ou 90 des places sans problème, j'ai décidé de consacrer une partie importante, ou très importante de mon temps à la retraite pour justement créer des places dans ces maisons. Donc je rejoins la SBL Constellation, et étant le seul retraité avec du temps disponible, je me retrouve rapidement en charge des projets et du recueil de fonds. Et puis aussi, j'avais, comme l'a dit Paul, quelques relations, mais je n'avais pas de Rolodex. À ce moment de ce discours, je voudrais saluer Dominique Rossian, qui a travaillé à mes côtés pendant 15 ans et qui vient juste de prendre sa retraite. Et je voudrais saluer aussi mes deux présidentes, tout d'abord Catherine Doche et ensuite Christine Berlemont, dont j'ai toujours pu compter sur leur soutien à tous les moments et dans toutes les décisions difficiles que nous avons eu à prendre. Elles ont aussi dû faire face à mon impatience légendaire,
et je pense qu'elles ont tenu le coup, en tout cas pour moi. Je ne vois pas Catherine, elle est quelque part, elle est là. Ce sont devenus de vrais amis et je les remercie toutes les deux. Des maisons, nous en avons créé, puisqu'en l'espace de 10 ans, nous en avons ouvert 6, ce qui représentait 140 places. Mais notre programme actuel, comme l'a dit Paul, comporte 160 places et à chaque fois, c'est autant de jobs pour des jeunes. Et donc, nous avons 3 maisons qui vont entrer en construction, sont déjà entrées en construction, et 3 autres maisons qui sont en projet. Au total, lorsque le programme actuel sera terminé, c'est 300 places qui auront été créées et autant de jobs. Nous sommes les premiers en Belgique, comme Paul l'a dit, dans notre domaine d'activité, et nous aurons créé largement plus de 10% des places existantes à Bruxelles. Alors on me demande souvent comment faites-vous pour créer autant de projets. C'est comme souvent le cas, ça répond à une décision stratégique. Après avoir fait nos 3 premières maisons, nous avons décidé de soutenir des projets, excusez-moi une seconde, des projets soutenus par d'autres ASBL que nous avons pu aider. Et comment les aidons-nous? Nous les aidons parce que nous avons une connaissance profonde de ce qu'il faut faire pour faire arriver un projet. Nous avons la connaissance des politiques, de l'administration. Nous leur apportons une somme de 300 000 € en général que nous avons recueillie par nous-mêmes et nous leur rapportons jusqu'à 1 million grâce à nos contacts avec les fondations. Mais ce qui est tout aussi important, c'est de dire ce que nous ne faisons pas. Nous ne manions pas le côté interne du projet. Nous n'écrivons pas le projet éducatif, nous ne recrutons pas le futur directeur ou la future directrice, nous ne recrutons pas les éducateurs ni les personnes handicapées. Et donc ça nous libère du temps pour nous consacrer sur la partie avancement du projet. Alors, il a fallu récolter beaucoup d'argent et Paul y a fait allusion. Lorsque notre programme sera terminé, c'est 20 millions que nous aurons recueillis, dont 14 proviennent de la région bruxelloise et 6 millions, je remercie la région bruxelloise bien sûr, 6 millions par nous-mêmes. D'où vient cet argent? Il vient de 3 grandes sources. D'abord des sociétés, je ne vais en citer qu'une seule, la liste serait trop longue. ING qui nous fait l'amabilité et la courtoisie de nous recevoir ce soir. Et je remercie particulièrement Marie-Else Mortel. Je vais citer des prénoms des dirigeants qui font l'amitié de nous aider. Alors, merci à Annalisa et Martina, Anton, Armand, Austin, Benjamin, Christelle, Federico, François, Adi, Henri, Yann-Yoris, Marcelo, Olivier et bien d'autres. Autre source de revenus, des particuliers très généreux comme Maria Teresa, Alfredo, Claude, Ouman, Yap, Jean-Pierre, José, Massimo, Peter et Saskia, Pierre et Isabelle, Régine et Jean-Bernard, Stanislas et Anne-Sophie, Willy. Et enfin, de très belles fondations comme CAP 48, avec Édouard et Renaud, la Fondation Baudouin et Dominique Allard, le Fonds Locumo, la Fondation Roger Spulberg, Euroclear, United Fund, la Loterie Nationale. Et puis, je n'oublie pas la générosité de nos amis du Rotary, Pierre, Jean-Jacques, Jacqueline, Jean-Bernard et François. Cela représente un travail assez colossal parce que, à l'exception des fondations, nous demandons une somme raisonnable. Nous préférons un soutien régulier chaque année à une grosse somme une fois. Pas quand c'est 500 000 € bien sûr, mais ça c'est assez exceptionnel. Je ne voudrais pas quitter ce sujet avant de mentionner un point très important, c'est sur l'utilité de ces maisons. On parle toujours de ces maisons parce qu'elles sont là pour assurer la survie des enfants lorsque les parents meurent ou parce que lorsque les parents sont plus incapables de s'occuper de leurs enfants qui sont vont à ce moment-là en 40, 50 ans. On emploie toujours le terme enfant, mais ils peuvent être vieux. Et c'est tout à fait juste. C'est la raison très importante, mais pour moi, ce n'est pas la raison fondamentale. La raison fondamentale, c'est que les personnes handicapées sont comme vous tous, ils veulent être indépendants de leurs parents. Et donc, que vous soyez polytechnicien ou handicapé mental lourdement, vous ne voulez pas vivre chez vos parents. Vous voulez vivre au milieu de gens comme vous. Et donc, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas vos parents, parce que vous allez revenir avec joie le week-end, vous allez revenir passer des vacances, vous allez revenir les jours fériés,
Mais vous ne voulez pas vivre chez vos parents. Et les éducateurs, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça n'est pas les parents, c'est des grandes sœurs, des grands frères ou des amis. Mais voilà, si je vais oser le mot, si une personne est dans une bonne maison, eh bien, elle va mener la vie la plus normale possible et arriver au bonheur. Donc, c'est vraiment une raison qu'on oublie trop souvent. Il est un deuxième combat que j'ai mené à titre plus personnel et également avec le soutien logistique de Constellation. Il s'agit du double diagnostic. Alors, le double diagnostic, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison d'un handicap mental et d'une maladie mentale. Handicap mental, maladie mentale. C'est un vrai fléau qui malheureusement frappe un tiers des personnes handicapées mentales. Les parents et les lieux de vie qui accueillent des personnes qui ont une proportion à avoir cette maladie ne savent que faire quand évidemment une crise survient et que la personne perturbe sa vie, mais aussi celle des autres. Et quand elle décompense et qu'elle se réfugie dans un monde irréel, il n'y a qu'une solution, c'est l'hospitalisation. Mais malheureusement, en Wallonie, dans le monde francophone, il existe très peu de choses. Il y a une unité à Manage, une à Liège, et c'est tout. Et il n'y en avait pas du tout à Bruxelles. Alors imaginez la situation des parents bruxellois qui déjà, par miracle, s'ils arrivent à trouver une place en Wallonie, doivent faire des centaines de kilomètres tous les week-ends pour aller voir leur enfant à l'hôpital parce que c'est très important dans le processus de guérison que les parents soient présents. Cette situation, vous le devinerez, nous l'avons vécue pendant une dizaine d'années et je n'en dirai pas plus. J'étais vraiment scandalisé que Bruxelles soit dépourvue d'une unité double diagnostic, alors que la Belgique a la technique médicale pour soigner et stabiliser ces gens, ce qui est loin d'être le cas de tous les pays en Europe. Mais si elle a la technique médicale, elle n'a pas assez d'unités double diagnostic en Wallonie ou à Bruxelles. Donc, pour Bruxelles, notre combat commença en 2006 avec deux personnes, André Dubus, homme politique bien connu à Bruxelles et dont je reparlerai plus tard, et le docteur Battens, psychiatre, et Liv, elle est là-bas. Liv dirigeait à l'époque l'unité double diagnostic de Manage. Liv est psychiatre de son métier, c'est une personne extraordinaire. Si vous avez besoin de la voir à 10h du soir, elle vous recevra à 10h du soir. Si vous voulez la voir le samedi, elle vous recevra le samedi. Le dimanche, les jours fériés, à n'importe quelle heure, la priorité de sa vie absolue, c'est d'essayer d'améliorer le bien-être des personnes handicapées mentales. Et Liv, au nom de tous les parents et de toutes les personnes que tu soignes, je voudrais que la salle t'applaudisse. Revenons-en à notre combat. Nous réalisâmes très vite qu'il fallait nous structurer et nous fîmes cela au sein de l'ANAM. L'ANAM est une organisation qui regroupe les parents des trois grandes régions belges, c'est-à-dire Flandre, Wallonie et Bruxelles. Et nous donc créâmes un groupe de travail dont le président néerlandophone fut mon ami Johan de Groef, qui est quelque part dans la salle, et moi-même je fus le président du côté francophone. Et ce groupe de travail, je voudrais comporter des psychiatres, des médecins, des hospitaliers, tous les gens qui connaissaient le double diagnostic. Je voudrais remercier Evelyn Peters, qui fut la première à Bruxelles pour se battre pour le double diagnostic. Il nous fallut attendre 14 ans de combat pour arriver à pouvoir célébrer en octobre 2018 l'ouverture d'un petit centre à l'hôpital Titeka de cette place. Et je salue mon ami Pierre Titeka, qui est le directeur de l'hôpital et avec qui nous avons mené ce combat. Cette petite unité deviendra une unité normale de 15 unités dans un an à peu près, lorsque la reconstruction de l'hôpital sera terminée. Ce succès fut obtenu grâce au soutien de l'ensemble des ministres de la région bruxelloise. M. Serex fait partie du premier cercle. Ensuite, nous avons eu Mme Frémaux, nous avons eu M. Gossoin et nous avons eu particulièrement le ministre Van Engel qui vraiment s'est investi énormément dans cette cause. Quant à mon fils, il va très bien aujourd'hui, Patrice depuis 4 ans et demi. Il vit dans une maison assez extraordinaire, la Maisonnée à Ytre.
qui a une expérience très particulière dans le domaine du double diagnostic, puisque contrairement à beaucoup de maisons, elle choisit d'accueillir des gens qui ont la proportion à avoir un double diagnostic, parce que la maisonnée a développé des techniques pour respecter les rituels qui sont si importants pour les personnes avec un double diagnostic. Quand vous prenez un autiste, pour qui les rituels, on le sait tous, sont très importants, et un double diagnostic, il faut vraiment maîtriser la chose et les moindres détails. Et ils ont cette expertise, ils ont aussi une chose qui est très particulière, c'est qu'ils mettent en avant l'intérêt de la personne handicapée mentale dans tous les domaines. Alors vous me direz, toutes les maisons font ça et tout le monde dit ça. Oui, mais eux le vivent pleinement et l'appliquent pleinement. Et donc je voudrais saluer Jean-Luc Wam, son directeur, oui, Jean-Luc, sa femme Pascal Baudour qui travaille également à la maisonnée, et Didier Chalot, président du conseil d'administration. Au nom de tous les enfants et de tous les parents qui ont leurs enfants à la maisonnée, je voudrais vraiment te remercier, Jean-Luc, de tout cœur. Alors, pour obtenir ces résultats, il nous a fallu faire de la politique, dans le bon sens du terme, et prononcer ce mot qui a souvent une réputation affreuse, faire du lobbying. Je trouve que le lobbying n'est pas quelque chose d'affreux, parce que ça veut dire simplement expliquer à des politiques qui, bien normalement, n'ont aucune raison de connaître le diagnostic, ce que c'est, leur faire visiter des installations, leur faire comprendre ce qu'il faut faire pour guérir, stabiliser les gens, et puis leur montrer, en l'occurrence, qu'il y a des économies, parce que si vous vivez dans un centre, une vie normale, ça coûte beaucoup moins cher que d'être à l'hôpital. L'hôpital coûte beaucoup plus cher, sans parler de la qualité de vie, évidemment, de la personne handicapée et de l'état dans lequel ses parents se trouvent. Donc, tous les partis démocratiques belges, je dois dire, nous ont aidés dans ce domaine, et j'ai été prudent, je vais citer les partis par ordre alphabétique. Comme ça, je ne risque pas d'en oublier un, d'avoir de gros ennuis. Donc, je voudrais remercier au CDH Mme Frémaux et M. Dubus, au CDNV Mme Broels et mon ami Luc de Tavernier, qui est quelque part dans la salle. CDNV, j'ai oublié Martine Motteux, excusez-moi Martine, que je remercie pour toute son aide, et je suis passé tout de suite à Défi. Défi, M. Gossoin, M. Luc de Tavernier, Mme Capras. Chez Écolo et Grune, Mme Jerkens et Plovy. OMR, bien sûr, M. Brocci et Mme Wilmes. Au NVA, Mme Slurs et Mme Dan. Au PS Marchand Gessels et M. Julien Dundal. Au VLD, M. Van Angel et Mme Sadelkoul. Au SPA, M. Pascal Smet et Mme Goman. J'espère que je n'ai oublié personne, sans ça je vais avoir beaucoup d'ennuis. Je voudrais maintenant, à ce stade, et juste avant de terminer, remercier un ami très cher qui nous a aidés en permanence au long de ces 15 dernières années, mon ami André Dubus, ancien député fédéral, ancien sénateur, ancien député régional, qui a mis toutes ses compétences et ses contacts au service de Constellation, et sans qui nous n'aurions jamais pu faire ce que nous avons pu réaliser. André, je pèse mes mots, tu donnes toute sa noblesse au terme homme politique. Nous savons ce que nous te devons, notre reconnaissance t'est acquise pour toujours. Je ne peux terminer ce discours sans rendre un hommage à ma femme Muriel. Paul a déjà très bien parlé. C'est vrai que nous avons vécu le meilleur et aussi le pire quand Christian a été hyper malade. Nous sommes une famille reconstituée, nous avons 2 enfants chacun, mais nous parlons de nos 4 enfants. 3 sont là ce soir, et si Christian n'est pas là ce soir parce que dès qu'il y a plus de 3 ou 4 personnes dans une salle, il ne peut pas le supporter, il est très intéressé et j'ai promis de l'appeler demain matin pour lui donner un compte rendu au téléphone. Voilà, j'ai parlé trop longtemps, nous avons parlé longtemps. Je pense que c'est le moment de boire une coupe de champagne et de monter au 8e où nous attend une magnifique vue et des rafraîchissements. Merci à tous.